suivre aussi en vidéo sur franceinter.fr. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Patrick Cohen. Savez-vous combien d'électeurs se sont déplacés hier ? Écoutez, je m'en tiens à ce qui avait été dit hier soir, mais apparemment il y a une polémique ce matin entre 1 500 000 et 2 millions. Il y a surtout beaucoup d'incertitudes. Oui, écoutez, j'aimerais qu'elle soit levée assez rapidement, mais j'ai pas plus d'informations que vous. En tout cas, c'est pas beaucoup. C'est moins qu'attendu, c'est pas mal non plus. La gauche est affaiblie, elle connaît une séquence qui est compliquée, à la fois parce qu'il y a une offre politique autour du Parti socialiste, celle de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot d'une part, celle d'Emmanuel Macron sur sa droite d'autre part, qui ont pu donner à cette primaire un relief un peu plus, en tout cas un visage un peu plus terne que ce qu'on imaginait. Mais en même temps, ça risque de ne pas donner beaucoup de poids ou de légitimité au vainqueur de dimanche prochain. En tout cas, il y a un message assez clair qui a été passé hier, à la fois parce que les électeurs m'ont placé en tête, ce qui n'était pas forcément ce qui était pronostiqué par les sondages, parce qu'ils ont donné aussi un score important à Arnaud Montebourg. Cela veut dire que la volonté de tourner la page est claire, tourner la page, il s'agit de regarder vers le futur, et moi j'entends bien être le porteur de cette force-là. Tourner la page, ça veut dire... Tourner la page, c'est le titre du livre que vous aviez publié il y a 5 ans exactement. On pourra peut-être en reparler, parce qu'il y a des choses qui sont assez différentes de ce que vous dites aujourd'hui. Ça veut dire que c'est le quinquennat Hollande qui a été sanctionné hier. Pour partie, mais je pense que François Hollande, finalement, en décidant de ne pas être candidat, a évité que cette primaire soit une forme d'inventaire ou de procès qui aurait été long, interminable et finalement difficile pour tout le monde, d'un quinquennat dans lequel il y a évidemment du bon. Il y a aussi des orientations qui ont été prises, notamment sur le plan économique, sur le plan social, et certains moments sur les questions de valeur qui ont été largement critiquées par les électeurs de gauche. En faisant cela, il nous a permis de nous tourner vers le futur. Et la question qui se pose aujourd'hui, et qui s'est posée durant cette primaire, c'est quel est ce futur et comment va-t-on le construire ? Le futur proche ou le futur lointain ? Eh bien, je pense les deux. Et je pense parce que le futur proche, c'est une élection présidentielle et vous n'en parlez pas beaucoup, Benoît Hamon. Je ne parle que de ça. Quand je parle de l'avenir de nos enfants, je ne parle que de ça. Quand je me reviens hier soir sur l'épisode de pollution atmosphérique qu'on connaît aujourd'hui, sur l'anniversaire de la mort de l'abbé Pierre et des questions de solidarité et de pauvreté, je pense que je ne parle que de ça. Je pense qu'il faut, au contraire, se saisir de la réalité telle qu'elle est vécue par nos compatriotes, difficile, compliquée, pour essayer de construire un vrai projet politique cohérent. Et j'insiste sur ce point. Moi, j'ai voulu donner une armature à ce projet qui repose sur un pilier social fort, le revenu universel, la réduction du temps de travail, le partage du travail, mais aussi un pilier écologique fort, la transition écologique, et ce n'est pas l'un sans l'autre, c'est l'un et l'autre, et c'est ce projet-là que je veux porter. Ceux qui ont voté pour vous, pensez-vous, pensent que vous pouvez gagner l'élection présidentielle ? Écoutez, je le crois, en tout cas ceux qui ont voté pour moi, oui. Je le crois, mais je démarrais dans cette primaire à 7 ou 8%. Vous savez, ça apprend l'humilité, et ça devrait l'apprendre d'ailleurs à tout le monde. C'est qu'il faut regarder les débats politiques pour ce qu'ils sont, les dynamiques se construisent au fur et à mesure. Ce qui me donne de la force, je vais vous dire, c'est que j'ai vu beaucoup de jeunes actifs s'emparer de cette élection et décider que ce qui va se fabriquer à l'occasion de l'élection présidentielle, ils voulaient peser dessus parce qu'ils n'ont pas trop envie, et je les comprends, que les règles du jeu soient déterminées seulement par des générations qui ont connu le travail à une époque où il était facile d'avoir un emploi, où on connaissait des carrières linéaires, où on ne craignait pas que le réchauffement climatique mette en danger notre cadre de vie et la planète. Je pense que ces femmes et ces hommes, plutôt jeunes, il n'y a pas qu'eux, mais ont décidé de peser sur cette élection présidentielle, et je m'en réjouis. À la façon des références que vous avez citées dans votre discours hier, il y en avait 3, Bernie Sanders aux États-Unis, Corbyn au Royaume-Uni et Podemos en Espagne. Oui, de belles références. Ils ont tous perdu. Ils ont tous perdu, mais ça Aucun progresse. n'est au pouvoir. Mais ça m'a pas échappé, comme toutes les gauches libérales s'effondrent, Renzi et d'autres. Donc la question qui est posée, c'est aujourd'hui quel est le chemin pour permettre à la gauche demain à la fois de gouverner, mais aussi de transformer, c'est-à-dire ne pas se contenter d'être là, posée, passive, et de commenter les événements en disant, écoutez, on est là, c'est toujours mieux que si c'était la droite. Il me semble que ce discours-là est un discours d'impuissance avec lequel il faut justement en finir. Et ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il y a des dynamiques, un mouvement social, un mouvement citoyen, une aspiration à l'innovation sur le plan démocratique, sur le plan écologique, et qu'il faut s'appuyer sur cette France vivante. C'était le slogan de ma campagne, faire battre le cœur de la France. J'observe qu'il bat très fort partout en France. Il est peut-être temps maintenant que ce cœur-là gouverne. Si vous gagnez, vous tenterez de dialoguer, comme vous l'avez dit, avec Emmanuel Macron et avec Jean-Luc Mélenchon ? Je tenterai, oui. Je ne suis pas dupe des portes closes auxquelles je risque de me cogner.
Des portes closes ou d'un dialogue ou d'une impasse Sur le fond, le dialogue est possible. Il est parfaitement possible quand on parle de planification écologique, quand on parle de 6e République, quand on parle de République bienveillante. Oui. La question est, ceux-là veulent-ils parler? Oui. Ils veulent surtout la mort du PS, les deux. Voilà, mais je pense que vouloir la mort du Parti Socialiste, ça ne fait pas un projet politique. Bon, dialoguer donc pour aboutir à quoi? Le retrait d'un ou deux candidats, c'est ça la finalité. Écoutez, pour gagner la présidentielle. Poser le rassemblement, c'est prendre les choses dans l'ordre. Et ce que ceux qui nous ont précédés ont fait auparavant, c'est identifier les points sur lesquels un projet politique peut se construire. Il me semble aujourd'hui qu'au regard de l'urgence écologique et sociale, il y a matière à construire ensemble ce programme commun, peut-être même beaucoup plus facilement que cela ne l'était il y a de cela 20 ou 30 ans. Donc on verra. Moi, j'aspire à cela. En tout cas, si je suis choisi comme candidat dimanche, j'aurai la légitimité démocratique d'un vote du peuple de gauche. D'un vote du peuple de gauche, c'est une légitimité démocratique, dites-vous. Donc, ça veut dire que vous irez forcément au bout. Que vous serez à coup sûr candidat à la présidentielle. Écoutez, en tout cas, si on doit comparer les légitimités, il y a la légitimité des appareils, ceux qui sont désignés par leur appareil et ceux qui sont désignés par les électeurs. Moi, je me suis mis en situation de gagner comme de perdre, de confronter mes idées à la réalité, d'observer aujourd'hui que les Français me mettent en tête à raison des choix politiques que j'ai faits, qui n'étaient pas simples. Je me souviens encore, on m'a dit, tous les sujets que vous défendez sont minoritaires. Ce n'est plus vrai, le revenu universel est aujourd'hui majoritaire dans l'opinion. C'est compliqué, je reconnais, et c'est en marchant qu'on apprend à marcher sur une partie de ces solutions. On construit, on fabrique aujourd'hui des réponses à des solidarités qui sont manquantes. Eh bien moi, je sors de cette élection avec davantage de force et de conviction que l'on peut gagner qu'avant. C'est assez normal puisque je suis aujourd'hui en tête. Benoît Hamon, candidat à la présidentielle, c'est la défaite assurée d'Emmanuel Valls. Tout ça, c'est de la vieille politique. Si c'est ce genre d'argument qui est utilisé, je les lui laisse. Moi, je ne pense pas que... je n'ai pas dénigré qui que ce soit dans cette campagne. Je procède pas par oukase. Je suis ravi de débattre avec lui. J'espère qu'il aura un deuxième argument. Vous pensez donc, vous, au contraire de Manuel Valls, vous pensez pouvoir battre et Fillon, et Le Pen, et Macron, et distancer Mélenchon? Je pense qu'il n'y a aucune chance pour la gauche de l'emporter si elle n'a pas un projet politique qui propulse un imaginaire puissant face à une droite totale et une extrême droite dangereuse. Je l'ai dit et répété, et aujourd'hui je veux porter cet imaginaire politique puissant. Il articule questions sociales et questions écologiques. Je le dis, ce ne sera plus l'un sans l'autre. La volonté du partage du travail, l'objectif de la conversion écologique de notre économie, l'aspiration à faire respirer la démocratie, tout ça est dans mon projet politique. Il est de nature à rassembler bien au-delà du Parti Socialiste. Il rassemble déjà bien au-delà du Parti Socialiste. Manuel Valls n'est pas le seul à avoir tenu ce genre de raisonnement ces derniers jours, à faire de la vieille politique, comme vous dites. Arnaud Montebourg, il y a quelques jours encore, se présentait devant François Fillon en proposant le revenu universel et la légalisation du cannabis et risquait d'être renvoyé dans les poubelles de l'histoire, disait Arnaud Montebourg avant le scrutin d'hier et son ralliement, enfin l'annonce de son vote en votre faveur dimanche prochain. Mais on avait deux points de désaccord, ce qui explique sans doute qu'on ait été candidats tous les deux. Et c'est pas illogique qu'il insiste sur ce qui faisait nos désaccords, mais au-delà de ça, il a retenu hier soir que ce qui nous rassemblait plus fort, et je le remercie de son soutien parce qu'il sera précieux pour moi dans cette dernière ligne droite et plus jusqu'en mai. Benoît Hamon, on vous retrouve dans quelques minutes avec les questions, les appels des auditeurs d'Inter 01 45 24 7000. Il est 8h30. Merci. Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jean. Bonjour. On commence par une nouvelle querelle américaine lancée par le tout nouveau président Trump sur les faits, comment dire, alternatifs, c'est ça qu'on dit? C'est exactement les faits ça. Alternatifs. C'est la plus grande foule qui ait jamais assisté à une investiture. Ah oui. Point barre. En anglais, ça donne period. Point barre. Péremptoire, asséné par le porte-parole de Donald Trump lors de sa première conférence de presse. Une réplique sur le point de devenir le marqueur du tournant assumé par le nouveau président. Au diable les faits réels, j'entends, puisque face à eux, on peut désormais brandir effectivement des faits alternatifs, selon l'expression de la conseillère de Trump, à la une du Financial Times ce matin encore. Ce point barre prononcé samedi soir par Sean Spicer pour démentir contre toute vraisemblance et toute vérification le fait qu'il y ait eu moins de monde à l'investiture de Trump qu'à celle d'Obama est en tout cas devenu un phénomène viral, nous raconte ce matin le quotidien français 20 minutes. Dans la foulée de cette déclaration, un mot-clé est en effet apparu sur Twitter, les faits de Spicer. Alors le principe est très simple, asséner un fait improbable assorti de l'expression point barre.
Exemple, le voyage du Titanic s'est très bien déroulé et les passagers ont hâte de refaire le voyage retour. Point barre. Ou encore, la Terre est plate. Point barre. C'est vrai, on peut en rire, mais pas que, Hélène. Non, dans le Guardian, Jonathan Friedland se gausse un peu, il s'inquiète surtout beaucoup. Nous savons désormais, écrit-il, que le président Trump et son attaché de presse sont les héritiers de Marx, pas Karl, Groucho, Marx. Celui-là même qui, dans un sketch en 1933, s'interrogeait « Qui allez-vous croire, moi ou vos propres yeux ?» Eh bien voilà, les photos publiées ce week-end démontrant même que la foule était plus dense sous Obama qu'avec Trump n'ont aucune réalité pour les nouveaux locataires de la Maison-Blanche. Inquiétant, poursuit l'éditorialiste du Guardian, ça ressemble plus à de la com à Pyongyang qu'à Washington. Inquiétant parce que les régimes autoritaires ont tous ce point en commun de délégitimer les faits. Alors maintenant, conclut-il, nous avons le choix, faire comme si c'était normal et couvrir normalement la Maison-Blanche ou alors changer notre façon de faire. CNN, par exemple, a judicieusement décidé de ne pas retransmettre les propos de Sean Spicer sans montrer à l'image, à l'appui, donc les photos qui prouvent le contraire de ce qu'il dit. Et puis ce matin, sur son compte Facebook, c'est au tour du célèbre journaliste américain Dan Rather de pourfendre les faits alternatifs, désormais donc avancés par l'équipe Trump. Attention, met-il en garde, nous ne vivons pas des temps normaux, rien n'est normal dans ces mensonges. Alors que faire ? Eh bien, conseille-t-il à ses collègues ou ex-collègues, à chaque fois que vous aurez à interroger un républicain, posez-lui donc la question « Que faites-vous pour combattre les mensonges de la Maison-Blanche ?» S'il vous répond « Ok, continuez l'interview », s'il refuse, eh bien mettez fin vous-même à cette interview. Chez nous, Hélène, ce sont bien sûr les résultats du premier tour de la primaire de la gauche qui sont commentés par la presse ce matin. Et rien évidemment dans vos journaux pour cause de bouclage sur la participation exacte de ce premier tour, bien en deçà, semble-t-il, de celle claironnée hier soir. Même si Nord Littoral semble avoir anticipé la faiblesse de la mobilisation avec sa une grosse déprime sur la primaire. Si la presse régionale choisit de parcourir tout le champ lexical tournant autour de l'affrontement entre vous, Benoît Hamon et Manuel Valls dimanche prochain, match, joute, duel, guerre, certains soulignant quand même votre avance. Hamon en tête, Valls à la peine, met à sa une le Courrier Picard pour saluer votre nouveau statut de favori. La presse nationale, entre guillemets, y va beaucoup plus cash sur le thème de la fracture du PS, sur celui aussi de l'irréconciliabilité des gauches en présence. Libération titre de gauche, Le Figaro et l'Opinion, le choc des deux gauches, le PS coupé en deux pour le Parisien. Quasi unanimité donc également pour pronostiquer d'abord votre victoire dimanche prochain, mais pour pronostiquer également, en tout cas pour dire sa certitude que malgré cette victoire, vous ne parviendrez pas à faire la synthèse de cette gauche fracturée entre gauche du réel et gauche du rêve. Ça c'est pour reprendre la terminologie d'Emmanuel Valls. Je vois que ça vous fait sourire, Manuel Valls, c'est-à-dire qu'il y a, tout à l'heure vous dénonciez la vieille politique et la vieille presse aussi. Je pense qu'il y a des marronniers, quoi. C'est assez triste de le dire, mais on aurait presque pu écrire ça à l'avance. J'ai écouté un certain nombre d'éditoriaux hier soir ou de commentaires d'éditorialistes que je vois à la télévision depuis très longtemps, ou que j'écoute à la radio, ou que je lis depuis très 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 longtemps, et qui disent toujours à peu près la même chose. Et moi, ça distrait mes oreilles, mais je me concentre sur ce que j'ai à faire, c'est-à-dire essayer de porter un projet politique. Je dis pas ça pour tout le monde. Je trouve que c'est pas sérieux que de commencer à expliquer que d'abord je vais gagner dimanche. Tout commence véritablement maintenant, je le dis aux électeurs de gauche aujourd'hui, et donc je ne juge pas que cette victoire est acquise. Et alors, dire que de toute façon je vais perdre après, pour rassurer les mêmes qui craignent que je gagne dimanche, écoutez, je prends ça avec philosophie, voilà. Laurent Geoffrin, dans Libération, tente de prendre lui aussi un mal pour un bien, en avançant qu'au terme de cette primaire, enfin l'affaire sera tranchée, dit-il. Il y aura un verdict entre une social-démocratie avant tout réaliste et un socialisme renouvelé en partie utopique. Cette guerre des deux gauches qui a empoisonné tout le candidat de François Hollande, tout le quinquennat de François Hollande. Clarification pour le PS peut-être, mais pourquoi faire ? Eh bien, Paul-Henri Dulimbert à la une du Figaro, qui est là depuis un certain temps lui aussi, balaye tout cela d'un revers de la main et dit « Hamon comme Valls seront promis à une humiliante élimination au soir du premier tour. Ils devront d'ici là subir les appels au désistement venus soit de Jean-Luc Mélenchon, soit d'Emmanuel Macron. Sortir ou se faire sortir, voilà le sort qu'il vous réserve. » Et puis dans le Parisien, un couple de militants rencontrés chez le perdant, Arnaud Montebourg, résume peut-être la situation. À Philippe Martinat, l'homme dit, peut-être pour se consoler, « C'est pas grave, ça va être cool de battre Valls. » Et sa copine poursuit, « C'est pas grave, de toute façon, on perd à la fin. » Un mot sur un homme qui n'a pas voté. Oui, bonheur. Ce matin sur France Inter. Ah ben vous aurez les auditeurs à peu près dans
La même humeur dans quelques minutes. Un mot sur un homme qui n'a pas voté hier, Hélène. François Hollande. Le Huffington Post a pris un malin plaisir à aller chercher ce que le président disait de vous dans ce qu'on peut désormais qualifier de Bible du quinquennat. L'ouvrage de Davet et l'homme, un président ne devrait pas dire ça. Alors, vous venez de poser votre signature sur la motion de censure contre Manuel Valls. On est en mai 2016. Cela agace, paraît-il, heurte François Hollande qui lâche. Mais aujourd'hui, Hamon, il est quoi ? Pas grand-chose. Ah non, la citation est tronquée. Je suis allé vérifier hier soir. C'est « S'il abandonne le PS, il n'est pas grand-chose ». S'il abandonne le PS. Et donc on n'en est pas là. Ah non, la citation est tronquée là. J'ai vérifié dans le livre. Merci pour Benoît. Pas abandonner le PS. À ma connaissance, non, moi qu'il y ait eu. Non, vous êtes au contraire pour la conquête du PS. Excommunication prononcée hier. Non, je suis pas pour la conquête du Parti socialiste. C'est pas le sens de ma candidature. Ça change évidemment la nature de la citation de François Hollande. Alors le Figaro s'amuse lui à saluer l'inventivité du président pour échapper à votre primaire. Il faut lui reconnaître un certain talent, dit le journal. Après avoir torpillé votre deuxième débat en s'invitant au théâtre chez Drucker. Il était hier dans le désert de l'Atacama au Chili, l'un des endroits les plus isolés de la planète. Pas de connexion Internet ni réseau téléphonique, mais l'Élysée a néanmoins fait savoir que le président restait toujours connecté. Voilà, le Figaro indique que l'agenda de l'Élysée ne précise pas encore ce que François Hollande fera la semaine prochaine. Et on termine par une info cruciale. Oui, la Terre va disparaître et c'est presque demain. Information, vous voyez, je continue à faire dans le bonheur. Information des Échos ce matin. C'est en observant l'évolution d'une étoile baptisée la L2 Puppis que des astronomes sont en train de tirer des plans sur la comète quant au devenir de notre Soleil. Un Soleil qui devrait d'ici 5 milliards d'années se transformer en géante rouge et d'ici là gagner en volume, en surface, en luminosité avec une conséquence directe pour la Terre. D'ici seulement 1 milliard d'années, la température à la surface de la planète bleue aura atteint le seuil fatidique des 100 degrés. Bref, à cette date, Yann Verdeau l'assure, toute forme de vie sur Terre aura disparu ou migré vers d'autres cieux plus cléments. Alors la vie sur Terre existe depuis 3,7 milliards d'années. Il nous reste donc 1 milliard. On a fait les 4/5, info un petit peu déprimante, c'est vrai. Mais la Terre n'est pas plate, c'est entendu. On a déjà vécu le meilleur et le plus long. Point barre, comme dirait l'autre. Merci à vous, Hélène Jouan, pour la revue de presse. On se réjouissait, comme chaque lundi, de retrouver Sophie Aram. Elle est au fond de son lit, on l'embrasse et on lui souhaite un bon rétablissement. Dans un instant, retour de notre invité Benoît Hamon face aux auditeurs d'Inter. Cette année, l'épidémie de grippe a démarré plus tôt que d'habitude. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des gestes simples peuvent être adoptés. Lorsque vous éternuez ou toussez, couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras ou un mouchoir à usage unique. Puis jetez votre mouchoir dans une poubelle fermée. Et n'oubliez pas de vous laver les mains avec du savon ou d'utiliser une solution hydroalcoolique. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Quand j'ai rencontré ma femme, on était bénévoles dans une petite association. Une fois mariés, on a continué à agir ensemble, en participant à des collectes alimentaires. Et depuis qu'on est à la retraite, on donne un peu de notre temps faisant du soutien scolaire. Aujourd'hui, on a pris une décision pour continuer à s'engager. On va faire un leg à la Fondation de France. En faisant un leg à la Fondation de France, vous faites vivre vos engagements en ayant l'assurance que vos volontés seront durablement respectées. Renseignez-vous sur fondationdefrance.org. Fondation de France, la fondation de toutes les causes. Dirigeant de PME, exporter, remporter de nouveaux marchés, c'est avant tout transmettre votre énergie, organiser votre entreprise et former vos collaborateurs. Pour franchir le pas, rendez-vous sur ruedelaformation.org. Venez piocher de bonnes idées, trouver des infos utiles et des réponses à vos questions. Avec ruedelaformation.org, prenez votre visa pour l'international. MAF Assurance, bonjour. Dites donc, c'est quoi ce crédit auto de 0,9% ? Jusqu'au 31 mars 2017, si vous assurez votre auto chez MAF, vous pouvez la financer à 0,9% TAEG fixe sur 12 mois. Ah oui, 0,9% ? Tout à fait. Pour un prêt personnel de 5 000 €, ça vous fait 12 mensualités de 419 €, soit un montant total dû de 5 025 €. Alors là, je dis respect. Sous réserve d'acceptation par Franfinance, dont MAF est intermédiaire de crédit exclusif. Conditions au 3015, service et appel gratuit ou sur maf.fr. Il est 8h41. France Inter. Le 7-9. Intervenez. Vous intervenez au 01 45 24 7000. Philippe au standard d'Inter. Bonjour Philippe. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Hamon. Bonjour Monsieur. Voilà, je voulais vous dire que j'ai voté pour vous dimanche, ainsi que mon fils qui a eu 18 ans dimanche. Donc nous avons tous les deux voté pour vous. Mon fils a quand même regardé les débats. Moi non, je n'avais pas besoin de regarder le débat. Parce que je vous trouve très sincère, lui aussi vous trouve très sincère et que certainement plus proche de nous. Voilà, par contre,
petit dilemme, c'est que si vous passez donc pour les présidentielles, comment je suis d'extrême gauche, hein. Je vote en général extrême gauche. Il y aura peut-être M. Mélenchon, même sûrement, oui. Et je ne saurais vraiment pas pour qui voter. Ou lui, ou vous. Alors qu'est-ce qui pourrait me faire voter plus pour vous que lui? Ou alors vous vous mettez d'accord tous les deux. Voilà, merci. Ça serait évidemment le mieux. Merci Philippe pour cet appel. Benoît Hamon. Écoutez, c'est une bonne question. Mais vous jouez une voix là, hein, ou deux voix même. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'électeurs qui, comme monsieur, se posent cette question. Je crois, j'ai senti beaucoup d'incertitude à gauche. On en parlait tout à l'heure sur le fait qu'on a le sentiment que tout est un peu friable. Je regarde Bernard Guetta et je pense à cette définition de la crise qu'il doit connaître comme moi, d'Antonio Gramsci, qui dit que la crise, c'est quand le vieux est mort et le neuf ne peut pas naître. Et nous sommes dans un moment comme celui-là. Et il a rajouté, et de ce clair-obscur peut naître un monstre. Ouais. En gros, en clair, l'extrême droite à l'époque, il annonçait quelque part le fascisme italien, et on voit bien qu'aujourd'hui, un peu partout dans les sociétés occidentales, nous sommes confrontés nous sommes dans ce moment-là, et qui est un moment d'incertitude, et où il nous revient la responsabilité de projeter un avenir qui ne soit pas juste mu ou travaillé par des angoisses, la crainte de l'autre, l'exclusion, mais par une perspective qui soit une perspective un peu plus solaire, un peu plus positive. C'est très beau, mais on est assez loin du dilemme de Hamon-Mélenchon. Mais j'insiste là-dessus, sur le fait que moi je considère aujourd'hui que si on caractérise plus précisément cette crise, il y a la crise du travail. Je crois, moi, aujourd'hui, qu'il faut penser un partage du travail qui tienne compte de la révolution numérique et des destructions d'emplois qu'elle produira, qu'il faut penser urgemment la conversion écologique de notre économie. L'un va avec l'autre, ça tombe bien, puisque la réduction du temps de travail, la rupture avec un modèle productiviste, consumériste, nous permettra d'engager les investissements nécessaires pour faire en sorte que demain, nos façons de produire, nos façons de consommer, de manger, de nous alimenter, ne soient pas nuisibles à notre cadre de vie et à notre santé. C'est le projet politique que je porte. Je l'assume, un projet de long terme. Ce qu'il me faut d'être qualifié d'utopiste. Il n'y a rien d'utopiste à ça. Il serait même tout à fait déraisonnable de ne pas voir aujourd'hui qu'il y a une urgence à changer de mode de production et de mode de consommation. Je le dis tout simplement parce que, pour reprendre une chose que j'ai dite pendant cette campagne, si l'obstacle, c'est le niveau de la dette, pardon, mais la dette, ce sont des marchés, ce sont des banquiers, on peut négocier avec eux. La planète, on ne négociera pas. Et aujourd'hui, retarder les moments d'investir en Europe, en France, avec les pays émergents, la conversion de notre modèle de développement, retarder cela, c'est prendre des risques qui sont des risques considérables et que moi, je ne veux pas prendre. Et pour être d'un dernier mot, quel est le moteur de ma candidature? Je vais vous dire, ce sont mes filles. Je considère aujourd'hui que j'ai la chance de pouvoir peser dans le débat politique pour faire en sorte que je ne leur laisse pas, comme la plupart des parents, un monde invivable. Et j'ai l'impression aujourd'hui que nous en prenons pourtant de chemin si nous ne faisons pas ces choix-là. Et un monde invivable dans l'entreprise, dans le travail, dans l'organisation du travail, comme dans ce que nous allons leur laisser de cadre de vie. Donc, tout cela forme un projet, une vision suffisamment différente de celui de Jean-Luc Mélenchon pour ne pas avoir envie de se rallier à lui. J'ai une différence avec Jean-Luc Mélenchon. Elle est claire, tout le monde la connaît, c'est l'Europe. Moi, j'assume le destin européen et méditerranéen de la France. J'assume le fait qu'il faut construire des coopérations et que l'instabilité, la double instabilité créée par les prétentions de Poutine sur notre frontière orientale, le choix de Donald Trump de manifestement passer au-dessus de l'Europe et de vouloir aujourd'hui affaiblir l'Union européenne, tout ça crée les conditions d'un resserrement des Européens et probablement une nouvelle étape en termes d'intégration européenne que moi je vois dans deux domaines. Un, il faut reprendre la proposition de Jacques Delors d'un traité de l'énergie. C'est la bonne manière d'organiser la conversion de notre modèle économique. C'est valable pour les Polonais qui préféreraient des énergies renouvelables à des centrales au charbon. C'est valable pour nous qui devons diminuer notre parc nucléaire. Il faut reprendre cette proposition-là parce que c'est la bonne aspiration. Et d'autre part, sur les questions de sécurité, nous disposons d'un outil de défense complet. Nous sommes les seuls dans l'Union européenne, et de surcroît les seuls à être membres du Conseil de sécurité depuis le départ des Britanniques. C'est un axe autour desquels je pense que les Allemands sont prêts à nouveau à discuter, et de la défense continentale, et de la protection contre les menaces extérieures. Vous avez parlé de la dette il y a 2 minutes, Benoît Hamon. Vous pensez toujours qu'elle est illégitime et qu'il ne faut pas la payer, ce que vous écriviez dans votre livre en 2011. Oui, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, cette
question de la dette est une question importante et qu'il faut en finir avec cette pression qui pèse sur les États européens. Je propose deux choses. Je propose que d'abord nous soyons caution mutuelle dans les faits aujourd'hui et que nous mutualisions la dette européenne à venir, c'est-à-dire que nous permettions, mais c'est pas très original, la plupart des responsables politiques penchent vers cela, et que nous soyons en situation d'alléger le poids de la dette pour les pays les plus endettés qui ne la rembourseront de toute façon pas, et que nous puissions demain regarder le développement qui est celui de l'Europe à partir d'une dette mutualisée et des taux qui soient des taux de facto harmonisés. Il me semble que ce serait la bonne voie, c'est celle que je défendrai. On a perdu une auditrice à l'instant, c'est celle que j'allais prendre à l'antenne. On l'a perdue ? Elle n'est plus là. Alors, c'était Mireille qui vous demandait, Benoît Hamon, à l'instant, quelle était votre conception de la laïcité et du communautarisme en banlieue ? C'est une critique, c'est une question qui revient beaucoup dans les messages d'auditeurs et puis aussi, on l'a entendu chez les partisans de votre adversaire Manuel Valls depuis hier soir. Oui. Écoutez, moi je suis totalement intransigeant avec le communautarisme quand il vise notamment à remettre en cause l'égalité entre les femmes et les hommes. Qu'il s'agisse des cafés de Sevran dont on a parlé, de la manière dont aujourd'hui on peut vouloir faire peser sur la femme une forme de culpabilité d'être femme, au point qu'elle s'efface, se cache, se dissimule, cela est insupportable. Sur les cafés de Sevran, vous l'aviez relativisé. La première fois que vous en avez parlé, vous aviez dit, j'ai dit, c'est une maladresse, j'avais mis les choses dans le mauvais ordre, et je le regrette si, en tout cas, ça a pu être interprété comme cela. Parce que la réalité, c'est que moi, j'y fais face à cela, et à ce qui peut être député de Trappes dans les Yvelines. Pas que, mais à tous ceux qui veulent tester la République. Cela étant dit, je répète, le cadre de la laïcité, ce sont 2 articles de la loi de 1905. Et la laïcité n'a jamais été pensée comme un glaive contre une religion en particulier. Et que la force de la loi de 1905, c'était de mettre aux 2 pôles, d'une part, celles et ceux qui voulaient que la loi religieuse pèse encore sur la loi des hommes, et d'autre part, ceux qui voulaient faire de la laïcité un instrument pour abattre les religions. C'est la coexistence des deux. La loi de 1905, c'est une loi de liberté, je le rappelle, et il faut en rester là. Ce cadre-là me paraît toujours valable. Ce que je n'accepte pas aujourd'hui, c'est que derrière ce mot communautarisme, quand c'est le choix de vie de ceux qui décident de vivre entre soi, et je le regrette, il y ait finalement au bout une volonté de dire que l'islam est incompatible avec la République. Ça n'est pas vrai. C'est insupportable aujourd'hui qu'on continue à faire de la foi de millions de nos compatriotes un problème dans la société française. Que l'on fasse de l'islam révolutionnaire politique, un adversaire de la République, il faut le combattre. Il faut lutter pour déradicaliser un certain nombre de jeunes, pour prévenir la radicalisation, oui, mais arrêtons de faire aujourd'hui de l'islam un problème dans la République. J'espère, et je vais vous dire, je crois que c'est un acquis de cette campagne des primaires. On a parlé un peu plus dans les repas le dimanche, à la pause dans les cours de fac, à la pause dans les entreprises, de revenus universels, de solidarité, de questions écologiques, et un peu moins de burkini. Réjouissons-nous du fait que cet agenda ait changé. Voilà. Juliette nous appelle de Bretagne. Bonjour Juliette. Oui, bonjour France Inter, bonjour Monsieur Hamon. Bonjour. Nous vous écoutons. Voilà, je suis professeur des écoles. Je peux vous appeler ce matin puisque je suis arrêtée pour burn-out. Donc je souhaite vous interpeller surtout au niveau de la souffrance vécue par ce métier. On parle souvent des professeurs en général, mais très rarement des professeurs des écoles qui sont vraiment les parents pauvres de ce métier. Donc je dénonce mes 55 heures de travail par semaine, 24 heures devant les élèves pour un salaire de 2200 € en moyenne. Si je compare par rapport aux professeurs des collèges, eux ont 500 € de plus et sont 18 heures devant les élèves. Donc la charge de travail est insurmontable, c'est tous les jours non-stop, 7 jours sur 7, notamment depuis les 4 jours et demi qui ont fait empirer encore davantage cette fatigue qui déteint également sur notre vie de famille, puisqu'on travaille du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, Monsieur Hamon. Je rappelle, je vous apprends que j'ai voté pour vous hier, que je crois en votre espérance, mais je souhaiterais pour mes choix futurs que vous vous positionnez à ce niveau-là. Merci. Merci à vous, Juliette. Benoît Hamon.
Je distingue deux questions, à la fois celle de la souffrance au travail, qui ne concerne évidemment pas que les professeurs des écoles ou les enseignants, mais beaucoup de professions. Et j'ai une pensée particulière pour les hôpitaux, où aujourd'hui à la fois les personnels paramédicaux, infirmières, aides-soignantes, mais aussi les personnels administratifs sont confrontés à raison de l'organisation du travail à des difficultés telles qu'aujourd'hui on voit, ou en tout cas grandit la souffrance au travail, mais c'est valable dans des entreprises, c'est valable dans beaucoup de secteurs. Et c'est la raison pour laquelle Madame disait qu'elle est arrêtée pour burn-out. En réalité, en France, on n'arrête personne pour burn-out, puisque le burn-out n'est pas reconnu comme maladie professionnelle. Et que ce syndrome d'épuisement professionnel fait basculer des personnes en dépression, en anxiété généralisée, et qu'il faudra, c'est une d'ailleurs proposition que j'ai faite, que ce syndrome d'épuisement professionnel puisse être reconnu comme maladie professionnelle. Il y a pour cela deux voies. J'ai beaucoup insisté sur le fait que il faudrait en tout cas faciliter ce qu'était l'accès à la voie complémentaire, c'est-à-dire qu'on puisse voir son dossier instruit, pris en charge par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, et enfin voir cette maladie reconnue. C'est important parce que cela poussera les entreprises, dès lors qu'elles seraient mises à contribution à raison du nombre de burn-out dans leurs effectifs, cela les poussera à changer leur organisation du travail. Comme dans le passé, avec les accidents du travail, on a poussé des entreprises du bâtiment à faire les investissements en matière de sécurité pour les gens qui étaient sur les chantiers. Donc ça, c'est une priorité. Puis après, il y a l'école. L'école... comment résumer en 2 minutes? Il y a un effort qui est demandé aux professeurs des écoles. Je salue la décision qui a été prise par Najat Vallaud-Belkacem de porter l'indemnité qui s'appelle l'ISAE à 1 200 €, là où elle était à 400 € auparavant. Bref, de l'aligner sur les professeurs du second degré. Mais évidemment, on voit bien qu'en matière de revalorisation des carrières, de conditions de travail, il faut permettre aux enseignants de respirer davantage. Ils ont le sentiment d'avoir des injonctions permanentes, verticales souvent. Ils ont besoin de liberté pédagogique, ils ont besoin de pouvoir se concentrer sur ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire assurer le suivi de leurs élèves. Un des engagements que je prends, et je veux le dire à cette dame, c'est que je souhaite que dans ce qu'on appelle le cycle 2, CP, CE1, CE2, il n'y ait pas plus de 25 élèves, non pas en moyenne, parce qu'aujourd'hui ils sont à 23, mais en valeur absolue. Dès lors, et pas plus de 25 élèves, de façon à ce que les conditions dans lesquelles on enseigne permettent aussi le suivi individualisé d'un certain nombre d'enfants qui ont plus de difficultés. Et pour les zones d'éducation prioritaire, les zones de REP, l'outre-mer et les zones rurales défavorisées, qu'on ne dépasse pas les 20 élèves par classe sur ce cycle-là. On sait qu'il y a un lien direct entre le nombre d'élèves par classe et une scolarité plus compliquée pour des élèves déjà en difficulté ou d'origine parfois sociale modeste et qui rencontrent plus de difficultés que d'autres. À propos d'école, de laïcité, de discrimination sexuelle, laïcité dont on parlait il y a quelques minutes. Pourquoi, lors du dernier débat de la primaire, avant le premier tour, vous êtes-vous vanté d'avoir promu les ABCD de l'égalité, alors que comme ministre, vous les avez stoppés à l'été 2014? Vous vous trompez, Monsieur Cohen. La fin de l'expérimentation. Oui, mais vous vous trompez. Je n'ai pas dit que j'avais. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Je vais préciser, redire ce que j'ai dit. La fin de l'expérimentation des ABCD de l'égalité était quand j'étais ministre de l'Éducation, et nous avons eu une évaluation par l'inspection générale. D'ailleurs, Vincent Payon connaît ça parfaitement. Et nous avons décidé avec Najat Vallaud-Belkacem, à partir de cette expérimentation, de faire quoi? La question, c'était poursuit-on une expérimentation, c'est-à-dire des quelques collèges qui vivraient une expérimentation avec des modules, ou généralise-t-on? Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous avons décidé? De mettre en place un module obligatoire à l'égalité femmes-hommes en formation initiale dans toutes les écoles du professorat de France. Mettre en place des ressources pédagogiques disponibles pour tous les enseignants sur l'égalité femmes-hommes. Pour laquelle raison? Pour être en situation de pouvoir disposer de ressources justement au moment où des jeunes, un garçon décident d'avoir des comportements qui sont des comportements inappropriés ou manifestent une volonté de contester le principe de l'égalité femmes-hommes. Voilà ce que nous avons fait. Aujourd'hui, dans toutes les écoles du professorat, avec Najat Vallaud-Belkacem avant qu'elle soit à l'Éducation nationale, nous avons mis en place ce plan. Oui, les ABCD s'étaient arrêtés parce que c'était une expérimentation. Il nous revenait d'en tirer les conséquences et à partir d'une évaluation de l'inspection générale, nous avons pris le meilleur et nous avons fait en sorte de mettre en place ces modules. Si vous gagnez... Donc j'assume. D'accord. Si vous gagnez dimanche prochain, Benoît Hamon, vous ferez une place à Manuel Valls pour votre campagne présidentielle? Écoutez, ça dépendra de l'état d'esprit qui sera le sien, mais en tout cas, moi, mon objectif, il est de rassembler la gauche et je me mettrai en situation de la rassembler. Et si Manuel Valls gagne, vous imaginez soutenir le vainqueur? Je ne pense pas qu'il me demandera d'être son porte-parole, mais j'ai dit que j'acceptais les règles de la primaire depuis que j'y suis candidat. Donc vous le soutiendrez, vous ferez campagne pour lui? En tout cas, je ne contesterai pas sa victoire et je m'inscrirai dans ce que sera le futur scénario de la gauche. Christophe nous appelle du Mans au Standard Inter. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour Monsieur Cohen, Monsieur Hamon, bonjour. Bonjour monsieur. Je suis chef d'entreprise, j'ai voté François Hollande il y a 5 ans. Et je comprends, mais j'aimerais bien poser la même question à Monsieur Valls. J'ai très observé votre discours hier soir. Je trouve parfaitement irresponsable de proposer et de faire croire à des gens qui vont pouvoir négocier avec leur employeur la baisse de leur contrat de travail et compenser cette baisse de rémunération par le revenu universel. En tant que chef d'entreprise, je pense que faire cette déclaration est très dangereuse parce que lorsque vous êtes à la limite des seuils des institutions représentatives du personnel, vous basculez, vous pouvez changer de modèle économique et vous êtes en tant que chef d'entreprise prisonnier d'infrastructures comme CHSCT, CE, délégué du personnel. Je pense qu'en tant que personne, vous devriez proposer de moduler le temps de travail sur le début de carrière, de pouvoir faire 39 heures et donc d'augmenter les cotisations sociales et de permettre aux gens, à partir de 50 ans, de baisser leur temps de travail. Voilà une proposition que la gauche ne propose jamais. Donc pourquoi M. Hamon et pourquoi M. Valls ne proposez-vous pas de déplafonner les heures, les 35 heures de travail pour permettre cette modulation? Alors, Manuel Valls, ce sera mercredi, mais Benoît Hamon va vous répondre tout de suite. Benoît Hamon. Mais parce que je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Bon, bah voilà. Je pense qu'aujourd'hui, dire on met le paquet, on fait travailler beaucoup les jeunes, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Parce que quand on s'installe, quand on construit une famille, on n'a pas envie de travailler forcément 40, 50 heures, comme j'entends dire que d'autres voudraient le faire. C'est ignorer aujourd'hui ce que sont les difficultés de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et des jeunes actifs que de vouloir cela. Ce que je propose, et je veux insister là-dessus, c'est que en parallèle avec le revenu universel, il y ait un nouveau partage du travail qui se fonde sur un deal simple, baisse significative des cotisations sociales patronales en contrepartie d'une réduction du temps de travail et de création d'emplois. Et moi, je mettrai en œuvre ce programme. Il est indissociable aussi du revenu universel, mais il me semble que aujourd'hui, vouloir mettre la charge sur les nouvelles générations en disant bon bah écoutez, ils ont l'énergie, ils peuvent travailler plus. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler plus et qui veulent s'engager, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui veulent pouvoir articuler une vie professionnelle normale dans laquelle ils s'épanouissent et une vie personnelle dans laquelle ils s'épanouissent aussi. Regardez les choix des jeunes médecins. C'est très caractéristique de ça. Ils veulent aujourd'hui pouvoir articuler vie personnelle et vie professionnelle, que l'on s'en inspire et qu'on regarde le monde tel qu'il est et tel que les nouvelles générations le demandent et pas tel qu'il fut et tel que quelques catégories le souhaitent. Une toute dernière séquence de l'émission avec vous, Benoît Hamon. Ce sera dans 30 secondes la question d'Augustin Trapenard. Quelle créativité! On reconnaît tout de suite sa patte, hein. Cette technique, l'équilibre de la perspective, ces lignes résolument modernes, c'est typique de son travail. Et quelle finition! Ce bleu de cobalt, c'est du grand art. On va admirer votre intérieur. Dressing, bibliothèque, rangement. Depuis 30 ans, Arkea, numéro 1 du sur-mesure en France, conçoit des solutions d'aménagement créatif et fonctionnel pour toutes les pièces de votre intérieur. Jusqu'au 11 février, profitez de 20% de remise pour tout projet d'aménagement. Voir conditions sur arkea.fr. Bonjour Augustin Trapenard. Salut Patrick. Vous avez une question pour Oui, Benoît bonjour Hamon. Benoît Hamon. Il m'a pas échappé quand même sur les photos que j'ai pu voir de votre bureau. À côté d'un grand box, ce poster de Mohamed Ali et les mots float like a butterfly, sting like a bee. La légèreté du papillon, la précision de l'abeille quand elle pique. Ça vaut aussi, je suppose, pour la politique. Est-ce que vous avez de l'abeille, du papillon et surtout jusqu'à quel point est-ce que vous allez boxer, Benoît Hamon? Oui, j'aime beaucoup. D'abord, je pense que Mohamed Ali, c'est pour moi le champion absolu parce qu'il est à la fois un sportif exceptionnel et en plus un politique incroyable. Qu'à une époque où il a mené des combats minoritaires à travers les mots qui étaient les siens. Et voilà, ça est une forme de modèle, une source d'inspiration. En même temps, je pense être moins bon danseur sur le ring qu'il l'est et je pense que mon direct est un peu moins fracassant que ne l'était le sien. Vous êtes plus rugby que boxe. Hein. Voilà, je suis pas mal en plaquage, ouais. Bon, et en cadrage débordement. Très bien. Merci Benoît Hamon d'être venu ce matin au micro de France Inter. Mercredi, ce sera le tour de votre concurrent, adversaire, comment doit-on dire, Manuel Valls, challenger. Rival. Concurrent, je sais pas. Rival et concurrent. Merci à vous Benoît Hamon. Et dans 10 minutes, Boomerang, à quelques Augustin. jours de l'ouverture du 44e festival de BD d'Angoulême, je reçois Florence Sesta, qui est quand même la seule femme à y avoir jamais reçu un grand prix.